Bonjour, on débute la séance, la septième séance de notre cours PES. Donc, dans cette septième séance qui vient à la suite de la sixième séance, on va voir ici, donc on s'est arrêté à la sixième séance au niveau du schéma synthétique de la théorie de croissance endogène. Donc, on avait vu le rôle des différentes formes de capitaux dans la croissance endogène à travers les trois auteurs qui étaient à l'origine de cette croissance, Romer, Lucas et Barrow. Maintenant, on va aborder c'est-à-dire un autre axe qui concerne des exemples de modèles récents de croissance. C'est-à-dire, on va présenter dans les séances qui suivent ou bien dans les diapos qui suivent les modèles, c'est-à-dire les modèles récents de croissance. Mais avant de présenter ces modèles de pays qui ont connu, c'est-à-dire une croissance soutenue, on va d'abord mettre l'accent sur ce qu'on appelle les orientations de développement des institutions financières internationales. Pourquoi on va mettre l'accent sur ce thème-là? On va donc en premier lieu, on va mettre l'accent sur c'est-à-dire les directives des institutions internationales de développement à travers, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ensuite, on va voir aussi ce qu'on appelle le consensus de Washington. Donc, ces institutions-là et ces directives qui se sont surtout matérialisées à travers le consensus de Washington, ils ont un impact important sur les pays en développement. Donc, avant d'aborder les pays récents qui ont connu, c'est-à-dire une émergence économique, on doit d'abord présenter ce contexte-là, ce contexte qui orientait en fait les politiques des pays en voie de développement. Donc, à partir des années 80, la stratégie de développement dominante s'est repliée sur les principes néoclassiques et sur les orientations politiques dictées par les institutions internationales. Donc, le projet de stabilisation macroéconomique renforcé et de réduction de la place de l'État, connu sous le nom de consensus de Washington, a remis en cause la propriété accordée aux besoins fondamentaux dans les stratégies de développement, c'est-à-dire, lorsqu'on parle ici des besoins fondamentaux, c'est-à-dire les politiques à caractère social, c'est-à-dire les politiques qui soutiennent, c'est-à-dire le développement social et le développement humain, donc à travers les dotations budgétaires au profit c'est-à-dire de l'enseignement, de la santé, tous les secteurs, donc tous les secteurs sociaux qui étaient prioritaires dans les budgets. Maintenant, à travers le consensus de Washington, ils sont relégués en deuxième position. Donc cette vision restera prédominante au moins jusqu'à l'adoption des objectifs millénaires pour le développement, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000. Donc la crise de l'État keynésien s'est affirmée au début des années 80, c'est-à-dire vers la fin des années 70. Qu'est-ce qu'on entend par l'État keynésien? C'est-à-dire l'État interventionniste. Et cette crise de l'État keynésien, c'est-à-dire il y avait la rupture de cette orientation basée sur les politiques d'intervention, et elle s'est matérialisée à partir du lancement des programmes d'ajustement structurel qui sont, c'est-à-dire dictés par le FMI et la Banque mondiale, comme solution donc à la crise de la dette et au creusement des déséquilibres macroéconomiques. Parce qu'avec le début des années 80, on a assisté au problème de l'endettement, au problème de déséquilibre macroéconomique. Donc ces programmes à base de politique économique conjoncturelle avec la suprématie des théories monétaristes, l'idée en fait, c'est l'idée phare de ces programmes-là, c'est l'état minimum, c'est-à-dire réduire l'intervention de l'État dans l'économie. Donc le consensus de Washington, formulé en 89, à institutionnaliser les directives des programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire, le consensus de Washington, il a un peu donné une forme institutionnelle au programme d'ajustement structurel. Ce consensus était censé être un référentiel, donc en matière de politique économique, surtout pour les pays en voie de développement. Donc, qui agissent sur les structures en préconisant des réformes supposées être
consensuelles, c'est-à-dire des réformes qui sont, c'est-à-dire le fruit d'un consensus entre, c'est-à-dire les institutions internationales de développement. Donc, a priori, l'objectif était en fait de rétablir la stabilité macroéconomique des pays qui ont connu la crise d'endettement et surtout de favoriser la croissance et réduire la pauvreté. Dans les années 70, l'économie mondiale donc, a connu, donc on a ici, on va présenter ici la situation qui a débouché vers c'est-à-dire les programmes, c'est-à-dire la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire dans les années 70, l'économie mondiale a connu des périodes de turbulence, suite premièrement au choc pétrolier et aussi au ralentissement de la productivité. Donc, la période des années 70, les pays industrialisés ou bien les pays développés, ils ont connu une situation de baisse de la productivité et réduction de la croissance, avec aussi le problème du choc pétrolier. Et aussi, dans cette période, on a assisté à l'essoufflement, c'est-à-dire du modèle des 30 glorieuses, qu'on appelle le modèle fordiste. Ces années 70, elle a été donc matérialisée par, c'est-à-dire par des crises c'est-à-dire de modèles de croissance. Face à ces crises, les économies se sont confrontées à l'accumulation des déficits extérieurs, à la fermeture d'entreprises, à la montée du chômage. Donc, sous la pression de ces circonstances, les interventions des autorités dans l'économie se multiplient. Donc, fin de la période, avec ces crises-là, avec c'est-à-dire la baisse, le ralentissement de la croissance et la baisse de la productivité, a en parallèle amené les gouvernements à intervenir de façon plus intensive dans l'économie. Donc, les régulations, malheureusement, ces régulations d'inspiration keynésienne ont été par la suite délaissées, car pourquoi elles génèrent plus des effets inverses, c'est-à-dire au lieu que ces interventions, c'est-à-dire des politiques budgétaires, au lieu que ça remédie à favoriser la croissance ou bien à réduire les déséquilibres, c'est-à-dire les déséquilibres, elle ne fait que renforcer les déséquilibres. Donc, après plus de 30 années de pratiques conjoncturelles et interventionnistes, la crise de la dette ayant débuté donc à la fin des années 70 pour les pays en développement, obligés d'adopter des stratégies de développement favorables au marché pour recevoir des crédits des institutions financières. Donc, cette unification des modèles économiques au niveau, c'est-à-dire des pays en voie de développement, donc les pays en voie de développement, ils étaient acculés donc à suivre ces recettes, ces thérapeutiques des institutions internationales pour pouvoir bénéficier des crédits financiers. Donc cette orientation-là et ces directives-là vont regagner c'est-à-dire de la place au niveau des pays de l'Est. C'est-à-dire déjà en 1984, la Chine, elle va ouvrir, c'est-à-dire il va créer des zones économiques spéciales, c'est-à-dire des zones qui sont dédiées au marché, c'est-à-dire aux investisseurs étrangers. Et en 1989, l'économie du marché c'est-à-dire va triompher de façon définitive. D'abord, on assiste à la disparition du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, et aussi la chute de l'Union soviétique en 1991. Donc, c'est à partir de cette date-là, on assiste au triomphe du marché et du capitalisme. Dans la même année, l'Inde, jusque-là nationaliste, c'est-à-dire il a une économie qui donne la priorité, c'est-à-dire aux nationaux, elle va se libéraliser, c'est-à-dire il va s'ouvrir c'est-à-dire sur le capital étranger. Ainsi, en 10 ans, la configuration du monde va changer, c'est-à-dire la période, c'est-à-dire après la période des années 80, c'est-à-dire vers la fin des années 80, surtout vers le début des années 90, on va assister c'est-à-dire à l'épanouissement de l'économie du marché à l'échelle planétaire. Avec la montée en puissance d'approches d'inspiration libérale, des approches qui sont
largement concrétisé par ce qu'on appelle les recettes programmes d'ajustement structurel, surtout pour les pays qui sont en crise. Donc l'enjeu de ces programmes d'ajustement structurel, c'est en fin de compte permettre une efficacité économique et une croissance non inflationniste, de telle sorte qu'on assiste à un libre fonctionnement des mécanismes du marché. Donc la logique du FMI et la Banque mondiale comporte deux volets, celui de la stabilisation et aussi celui de l'ajustement des structures. Donc les actions des FMI correspondent au premier volet, c'est-à-dire le volet de la stabilisation. Et ce volet de stabilisation, il est beaucoup plus concentré sur les aspects monétaires et financiers, c'est-à-dire stabiliser le taux d'intérêt, donc le taux de change, la valeur de la monnaie, et présenter aussi des politiques conjoncturelles de stabilisation de la demande et de rétablissement d'une balance de paiement viable. Par contre, la Banque mondiale, c'est-à-dire il préconise en fait des mesures d'ajustement des structures. Donc, dans ce volet-là, les politiques structurelles de gestion sont orientées vers le côté de l'offre, c'est-à-dire et aussi vers la modification des conditions de la production, telles que les économies soient, pour que les économies soient mises sur un sentier de croissance durable. Euh, le volet de stabilisation, il s'appuie sur des mesures diverses telles que la réduction des dépenses publiques, le ralentissement de l'évolution de la masse monétaire par la réduction des crédits, la révision des systèmes de taux d'intérêt à la hausse, donc la subordination de l'évolution des salaires à la hausse de la productivité. Donc, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une hausse des salaires sans qu'il y ait une augmentation de la productivité, et aussi la dévaluation des monnaies. Donc, cette orientation de la politique économique du FMI, il se justifie selon une approche qui se base sur l'absorption de la demande excédentaire et qui s'appuie sur des outils budgétaires et monétaires. Par contre, le volet ajustement des structures, qui est supervisé par la Banque mondiale, il vise à créer les conditions stables et durables du redressement économique pour assurer une croissance équilibrée à travers la libéralisation des systèmes productifs, c'est-à-dire en faisant jouer les mécanismes du marché, sur le plan du système productif, sur le plan financier et également sur le plan commercial, à travers des mesures telles la libération graduelle des importations, des prix et des taux d'intérêt, la suppression du contrôle public sur les investissements privés nationaux et étrangers, limitation des aides publiques directes aux entreprises et également le désengagement de l'État du tissu productif à travers une privatisation massive des entreprises publiques. Désormais, le libéralisme économique et l'orthodoxie financière devient les directives soutenues par les institutions internationales, bien entendu à la suite de l'influence des thèses monétaristes qui relèvent de l'école, c'est-à-dire de l'école néoclassique. Et ces thèses-là, ils ont inspiré pendant plus de 40 ans la thérapeutique des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire à partir des années 80. Donc, selon cette même logique d'état minimum, les réformes budgétaires et financières se sont multipliées et les processus de privatisation se sont accélérés, surtout durant les deux dernières décennies, les années 80 et les années 90, et même on trouve ces mesures même dans les pays développés tels les États-Unis ou bien en Europe, et aussi dans les pays ex-socialistes. Donc à la fin des années 80, c'est-à-dire le résultat de ces mesures à travers donc les pays qui ont été soumis à ces mesures, la Banque mondiale, il a interprété ces résultats, il a reconnu que pour de nombreux pays en développement, l'ajustement s'est révélé être un processus de plus longue haleine qu'on ne l'avait envisagé, parce que les résultats étaient un peu très faibles
vis-à-vis c'est-à-dire de mesures appliquées dans ces pays-là. Les résultats, ils étaient c'est-à-dire en deçà de ce qui était attendu. Donc, comme on a dit, le consensus de Washington, en fait, c'est une formalisation, une institutionnalisation des mesures qui ont été préconisées dans les années 80, c'est-à-dire les mesures de ce connues sous forme de programme d'ajustement structurel. Donc, autour de cette logique se sont articulés les 10 commandements du consensus de Washington. Lorsqu'on parle du consensus de Washington, en fait, on fait allusion à 10 donc, commandements ou bien 10 instructions, 10 mesures, telles que formalisées donc, en 1989 par l'économiste John Williamson au siège de la Banque mondiale. Il s'agit d'un consensus parce que les institutions internationales de développement se sont mis d'accord sur ces 10 instructions comme mesure à préconiser aux pays qui se trouvent en difficulté de croissance et de développement. Donc ces mesures-là, ils s'étalent sur le côté budgétaire ou bien sûr au niveau fiscal, au niveau aussi c'est-à-dire du marché des capitaux, les taux d'intérêt, aussi au taux de change, libéralisation du commerce moindre, c'est-à-dire réduire l'État à son niveau le plus bas, libéralisation des IDE, la privatisation, la déréglementation et aussi les droits de propriété. Le modèle était fondé sur la trilogie, donc le modèle, c'est le consensus de Washington, il se base sur la trilogie, c'est-à-dire la privatisation, la libéralisation et la dérégulation. Donc il partait du principe, c'est uniquement en réduisant les dépenses et en améliorant les dépenses de l'État, c'est-à-dire, et en améliorant les recettes de l'État, que les pays en développement peuvent c'est-à-dire renouer avec l'équilibre de leur balance des paiements et aussi peuvent assumer leur engagement financier. Donc, ce consensus a déclenché et a alimenté des débats théoriques et idéologiques très intenses. Au plan théorique, le consensus de Washington a été contesté dès le début des années 80 dans sa version première, celle des PAS, des programmes d'ajustement structurel, en particulier par les néo-structuralistes, c'est-à-dire certains économistes qui relèvent de l'Amérique latine, qui défendaient ce qu'on appelle l'indépendance des pays en voie de développement, ou bien qui mettaient en cause ce qu'on appelle les règles d'échange au niveau du marché mondial comme responsable du sous-développement. C'est ce qu'on appelle, les auteurs, on les considère comme les néo-structuralistes, et qui insistent sur le caractère dépressif des mesures de stabilisation préconisées par le FMI. Également, l'économiste prix Nobel Stiglitz, en 1998, il considérait que ce consensus présente une vision restrictive du développement et une marginalisation du rôle de l'État. De plus, si le désengagement de l'État et de son rôle de producteur via les privatisations massives à côté de la déréglementation et de la libéralisation des IDE permettent de réduire en fait le déficit budgétaire et relancer la croissance, mais en fait ils induisent une sorte de recolonisation économique des pays en développement à travers ce qu'on appelle les firmes multinationales ou bien à travers les IDE. D'ailleurs, plusieurs économistes considèrent que les recettes préconisées par le consensus généraient des effets pires que ceux des politiques économiques interventionnistes. Par ailleurs, l'obtention des prêts du FMI et de la Banque mondiale, on sait qu'elle est conditionnée par l'application de ces mesures, c'est-à-dire ce qui ne laisse plus le choix aux pays en développement dans leur politique économique. Clairement, le consensus de Washington ne correspondait pas à la réalité empirique, puisque les pays ayant le meilleur développement économique ne suivaient pas ces préceptes, c'est-à-dire les pays qui sont considérés comme les pays émergents, bien les pays qui avaient des taux de croissance relativement importants,
c'est-à-dire n'appliquaient pas en fait le consensus de Washington, notamment sur le plan de la déréglementation et la libéralisation financière, et également sur le plan c'est-à-dire de la limitation du rôle de l'État. Euh, En plus, il défendait des intérêts, ce consensus défendait des intérêts dominants, néglige en fait les institutions nécessaires au marché et aux problèmes d'asymétrie d'information, ainsi qu'aux imperfections des marchés et aux dangers des oligopoles, comme le souligne Joseph Stiglitz. Donc, le consensus, c'est-à-dire il négligeait, il ignorait en fait le dysfonctionnement des marchés, c'est-à-dire si on laisse le libre jeu de concurrence et des marchés, vu le problème d'asymétrie d'information, cela, c'est-à-dire perturbe en fait l'action du marché. Donc le marché, il a besoin des institutions qui permettent c'est-à-dire de réduire ou bien de limiter le dysfonctionnement et l'asymétrie d'information au niveau des marchés, aussi de réduire l'action des oligopoles. D'ailleurs, un autre économiste, Daniel Rodrigue, a montré pour sa part que l'ouverture commerciale et les investissements directs étrangers pouvaient être des facteurs de développement, mais uniquement lorsque des institutions fortes se montraient capables de servir d'intermédiaires et de résoudre les conflits internes entre différents groupes sociaux. C'est-à-dire, ce qu'on appelle ici l'ouverture commerciale, la libéralisation et les IDE, sont en fait des facteurs de développement importants, mais en présence des institutions fortes qui permettaient de réguler le jeu des agents économiques. En fait, Williamson a lui-même reconnu dans un article de 2004 que son modèle initial comportait des lacunes et qu'il aurait dû, Williamson c'est lui qui était à l'origine du consensus de Washington, donc le modèle il comportait des lacunes et ces lacunes il devrait normalement intégrer ce qu'on appelle la stabilité politique et la présence d'institutions solides, et aussi il faut aussi l'objectif, dans le consensus de Washington, on ne tient pas compte des problèmes d'inégalité, c'est-à-dire il n'y a pas de mesures qui permettent de réduire les inégalités qui peuvent être c'est-à-dire générées par le marché. Les leçons tirées des expériences asiatiques et chinoises ont amené l'économiste en chef de la Banque mondiale, Lin Yifu, qui a récemment relancé le débat, les années 2012, sur les questions de développement et de proposer une nouvelle synthèse qui repose sur les points suivants. C'est-à-dire il va critiquer le consensus de Washington tout en proposant c'est-à-dire une nouvelle synthèse sur les problèmes de développement. Il va considérer que l'intégration du progrès technologique est une dimension essentielle pour, c'est-à-dire les mesures que les pays en voie de développement doivent appliquer. Donc il faut aussi introduire la dimension de la technologie. Il faut aussi reconnaître l'importance des idées et des visions des dirigeants, et avoir le pouvoir de résister aux idées dominantes qui sont souvent fausses. L'État, il va considérer que l'État est l'institution la plus importante dans les pays en développement, dans la mesure où cette institution peut réguler et orienter les mesures de développement. Le pragmatisme est plus important pour une transition économique, c'est-à-dire il faut c'est-à-dire les mesures que les pays en développement doivent appliquer doivent tenir compte des réalités du terrain. C'est-à-dire il ne faut pas se baser uniquement sur c'est-à-dire des préceptes théoriques sans tenir compte des réalités du terrain. Les innovations spontanées locales et privées sont très importantes et doivent être soutenues et généralisées. Donc cette approche qui est empirique, progressive, attentive à la réalité de chaque pays, est loin donc des recommandations ou bien des préceptes
du consensus de Washington. Euh, les termes du débat ont profondément changé avec la crise financière américaine et la crise européenne en 2008, parce que cette crise, il a révélé quoi? Il a révélé en fait la résistance de certains pays qui n'appliquaient pas les préceptes du consensus de Washington, notamment la Chine, la Corée et même le Japon, qui ont pu échapper à cette crise. Et cela, donc avec le succès de la Chine, il a développé de façon empirique son propre modèle, c'est-à-dire en marge des préconisations du FMI et de la Banque mondiale. Euh, Ce qui oblige à la révision des opinions en vigueur sur les théories et les pratiques du développement. Donc, de ce fait, les mesures qui ont été, ou bien les recettes qui ont été recommandées par la Banque mondiale et le FMI pour les pays en développement dans les années 80 et 90 n'ont pas été suivies par la Chine, qui constitue maintenant un modèle de développement qui a pu, c'est-à-dire générer un développement et un succès au niveau de son économie. Donc ce modèle chinois se présente comme une version étendue du modèle de développement japonais, imité en son temps par la Corée et par les autres pays émergents asiatiques. Ces pays n'ont jamais vraiment suivi le modèle de Washington, c'est-à-dire les préceptes du consensus de Washington, et leur réussite éclatante interroge donc les idéologues néolibéraux. D'ailleurs, à la fin des années 90, les résultats se sont révélés différents de ce que Williamson avait envisagé, et de ce que le FMI et la Banque mondiale avaient promis, et de ce que aussi les modèles économétriques avaient prédit. Donc, on assiste ici, c'est-à-dire après, au bout, c'est-à-dire au début du 21e siècle, on assiste à une remise en cause de ces mesures qui ont été préconisées, recommandées par la Banque mondiale et le FMI, du fait que les résultats étaient loin des objectifs fixés au départ. Donc, on est arrivé au bout de cette séance. On s'arrête là, je vous remercie.